Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce premier dimanche du mois d'août a vu briller l'été de tous ses feux. Personne ne s'en plaindra. Je vous indique tout de suite que demain, la météo annonce également du soleil et de la chaleur. Au cours de ce journal, nous parlerons du problème des réfugiés avec la suite du reportage de nos envoyés spéciaux en Thaïlande, du pétrole, préoccupation majeure de l'été de beaucoup de chefs d'État, de l'Italie qui a un nouveau gouvernement, de la Bolivie où le retour à la démocratie ne se fait pas sans mal, des vacances bien sûr, du tiercé à Deauville et du Tour de France à voile. Mais pour commencer, d'abord l'Etna. Le volcan sicilien s'est réveillé, vous le savez, et voici ce que cela donne. C'est la plus forte éruption qu'ait connue l'Etna depuis plus de 8 ans. En quelques heures, 5 bouches, c'est-à-dire des fissures par lesquelles jaillit la lave, se sont ouvertes dans les flancs du volcan à 1600 mètres d'altitude. Une coulée de lave haute de 3 mètres et large de 500 mètres a dévalé les pentes de l'Etna, parcourant depuis hier plus de 8 km. Sur son passage, la coulée a détruit plus de 50 hectares de cultures, coupant la route nationale en 2 endroits, obligeant les habitants de 2 petites villes à fuir précipitamment et provoquant la fermeture de l'aéroport international de Catane. Pendant la journée, on a craint le pire, allant jusqu'à envisager l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Dans les rues de Catane, par une chaleur de 40 degrés, les passants se déplaçaient avec des parapluies pour se protéger des cendres qui ont tout envahi dans un rayon de 40 km autour du volcan. Mais ce soir, les volcanologues affichent davantage d'optimisme car aucune nouvelle bouche ne s'est ouverte et la progression de la lave semble se ralentir. Le problème des réfugiés du sud-est asiatique, c'est un dossier douloureux que nous essayons de traiter le plus à fond possible. Alors aujourd'hui, nous y ajoutons un document. Il a été filmé la nuit dernière au large de la Malaisie. Voici ce qu'on appelle un boat people, c'est-à-dire une embarcation légère avec à son bord des réfugiés désirant fuir le Vietnam ou le Cambodge. Ici, un navire américain réussit à recueillir les passagers de cette embarcation. Ce sont des Vietnamiens. Ceux-là auront la chance d'être sauvés, mais tant d'autres périssent en mer ou attaqués par des pirates. Le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, a reçu aujourd'hui, pendant 1 heure, l'ambassadeur du Vietnam en France, M. Van Sung, pour évoquer justement le problème des réfugiés du sud-est asiatique. M. François Poncet a rappelé que toutes les parties doivent prendre les mesures décidées par la conférence de Genève en respectant les droits fondamentaux des individus. Vous savez que la France a été l'un des pays les plus intéressés et qui s'est intéressé les plus vite à ce problème des réfugiés. Hier, nous vous présentions le témoignage d'un Cambodgien installé dans un camp thaïlandais à Meerut. Il disait vouloir rejoindre notre pays. Il existe 4 camps permanents en Thaïlande et les envoyés spéciaux d'Antenne 2 ont visité donc celui de Meerut. Voici le reportage de Jean-Claude Delatremblay à Meerut. Meerut, l'un des 4 camps permanents de Cambodgiens réfugiés en Thaïlande. De l'autre côté de Meerut, c'est le Cambodge. 17 000 réfugiés vivent, ou plutôt survivent, dans ces camps. Certains sont là depuis avril 1975, date de l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. 17 000 privilégiés, si l'on peut dire, puisque recensés par les autorités thaïlandaises et autorisés à séjourner dans le pays jusqu'à ce qu'ils trouvent une terre d'accueil, à condition, bien entendu, que cela se fasse rapidement. Privilégiés aussi par rapport à 45 000 de leurs frères refoulés voici 1 mois et demi en territoire cambodgien. Quel sort leur a-t-on réservé? Combien ont survécu? Que fuit le peuple cambodgien? Le peuple cambodgien fuit de la famine, du régime de Pol Pot, parce que comme vous savez, c'est un régime le plus barbare du monde. Et aussi, il fuit du Vietnam. Le Vietnam est un pays ennemi héréditaire du peuple khmer. Et le but du Vietnam est de faire confédérer les pays indo-chinois. Comment sont les conditions de vie dans le camp? Nous avons de riz pour survivre. Quant aux vêtements, nous n'avons pas de l'argent pour acheter. Et
nous manquons aussi des médicaments. Quand on est arrivé dans le camp, on a d'abord été un peu surpris parce que les premières personnes qu'on a vues avaient plutôt l'air bien portantes. Mais ensuite, on a été amené à voir pas mal d'enfants cachectiques, très dénutris, et pas mal de gens qui souffraient quand même de plusieurs maladies, surtout des diarrhées, paludisme, maladies parasitaires diverses qui entraînent une anémie, certaines tuberculoses. Mais ces maladies ne sont pas spécifiques aux réfugiés, elles sont rencontrées dans tous les pays sous-développés où les conditions d'hygiène et de nutrition ne sont pas favorables. Il semble qu'il n'ait pas été vu par des médecins depuis très longtemps et la nourriture qu'ils reçoivent n'est peut-être pas tout à fait suffisante, du moins qualitativement suffisante. En effet, l'un de ces sacs constitue la ration d'une famille de 20 personnes pendant 3 jours. L'achat de ces denrées alimentaires est financé par l'Organisation des Nations Unies et la distribution est effectuée par les autorités thaïlandaises. Mais l'hygiène alimentaire n'est pas le seul souci des Médecins sans frontières. Les problèmes d'hygiène à ce niveau-là, il y en a, bon, c'est les problèmes classiques dans ce genre de collectivité. C'est le problème du ramassage des ordures, le problème des sanitaires, des fosses septiques et autres qui sont complètement inexistantes, le problème des puits qui sont vraisemblablement pollués. Le problème spécifique de ce camp, c'est que la nappe phréatique se trouve à peu près à 1 mètre en dessous du sol. Et donc il y a des communications possibles entre l'endroit où les ordures ont été jusqu'à présent enterrées et ces puits. Il y a donc un énorme problème d'hygiène à ce niveau-là. Disons que l'aspect à court terme, ce sont les soins curatifs, mais que notre préoccupation importante, ce serait justement de les faire passer peu à peu au second plan pour essayer de développer cet aspect d'hygiène à long terme. Je suis seul dans le camp, ma femme et mes 2 enfants sont au Cambodge. Et vous savez si elle est en vie? Non, je ne sais pas. Pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, le fait d'être en vie constitue déjà un miracle, car aucune famille n'a été épargnée. Monsieur Senghor, par exemple, que nous venons d'entendre, a entamé sa fuite vers la Thaïlande avec 10 de ses camarades. 2 seulement ont franchi la frontière et sont aujourd'hui dans un camp. Tous ont souffert. Tous ont vécu les atrocités perpétrées par les Khmers rouges. Tous ont passé des mois, des années, pendant lesquels, jour après jour, vivre constituait l'unique préoccupation. Un thème de préoccupation commun à de très nombreux pays, c'est l'énergie. En France, d'ailleurs, le ministre de l'Industrie vient de dire qu'il fallait construire rapidement des centrales nucléaires dans l'ouest et le sud-ouest si on voulait éviter que se reproduise une panne d'électricité comme celle du 19 décembre dernier. Il faut rééquilibrer, a estimé M. Giraud, le système de production-transport de l'électricité de France. Notons également en matière d'énergie ce que rapporte un journal du Koweït ce matin. Il annonce qu'une conférence entre les pays arabes producteurs de pétrole et les 9 du marché commun pourrait avoir lieu le mois prochain. Il s'agirait d'établir un accord à long terme pour la livraison de pétrole à des prix stables. Ce serait évidemment une très bonne chose. Aux États-Unis, on le sait, les problèmes énergétiques sont l'une des grandes préoccupations du président Carter, dont la popularité auprès de l'opinion baisse dangereusement. Le chef de l'exécutif américain compte sur son plan énergétique pour redorer son blason. Son cheval de bataille, ce sont les super profits des compagnies pétrolières. Jimmy Carter, dans sa lutte contre les super profits, espère avoir l'appui des puissantes associations de consommateurs dont l'efficacité aux États-Unis n'est plus à démontrer. Je voudrais vous citer quelques chiffres qui ont été publiés avant-hier dans les journaux américains et qui sont pour le moins étonnants. Il s'agit des bénéfices des 24 compagnies pétrolières américaines pour le second trimestre de cette année, donc par rapport à 78. Exxon, la plus importante société pétrolière, plus 23%. La Shell, plus 55%. Texaco, plus 132%. Getty Oil, plus 150%. Et il y en a d'autres.
À partir de ces chiffres, le président Carter vient de demander aux Américains, au peuple américain, sans doute avec l'arrière-pensée de faire monter sa cote de popularité qui est maintenant tombée à moins de 25%, le président Carter vient de demander aux Américains de le soutenir dans la bagarre qu'il lance contre ces 24 compagnies pétrolières américaines. Et il n'est pas impossible qu'il aboutisse à un résultat lorsque l'on connaît la puissance des associations de consommateurs aux États-Unis qui peuvent se permettre, par exemple, de publier presque chaque jour une page entière dans les journaux américains. Par exemple, les Américains envoient cette carte de discrédit à leurs élus locaux, à la suite de quoi les bureaux de défense des consommateurs écrivent aux sénateurs et aux députés pour demander de mener une action contre les bénéfices des compagnies pétrolières. Et le 17 octobre sera organisée une manifestation de masse à travers tous les États-Unis contre le scandale des énormes profits de ces compagnies pétrolières. En proposant donc de taxer les super bénéfices des 24 compagnies pétrolières, le président Carter joue le jeu des consommateurs américains, pour qui ces mêmes compagnies sont bien les seuls bénéficiaires de la crise. Certains vont même jusqu'à suggérer de nationaliser ces compagnies dans un pays où pourtant la libre entreprise reste la seule règle du jeu industriel et commercial. Mais il faudra aussi que le Sénat approuve ce projet du président Carter, ce qui ne semble pas évident. Le monde politique étant de plus en plus hostile à un président qui, lui, devient de moins en moins populaire. Sans oublier qu'il existe aux États-Unis un lobby pétrolier sans doute aussi puissant que le sont les 24 compagnies pétrolières américaines. En Iran, la victoire des candidats religieux favorables à l'ayatollah Khomeini aux élections de l'Assemblée constituante va sans aucun doute accélérer l'islamisation du pays. À signaler, et c'est un fait notable, qu'une femme a été élue. Elle a 48 ans, mariée et mère de 3 enfants. C'est une spécialiste de l'enseignement de la religion. Pour M. Shapour Bakhtiar, l'ancien Premier ministre iranien, une explosion est inévitable en Iran. Il l'a affirmé aujourd'hui dans une interview à notre confrère RTL. En Italie, le nouveau Premier ministre Francesco Cossiga, tout fier d'avoir formé enfin un gouvernement, a prêté serment aujourd'hui au palais du Quirinal devant le président de la République, Sandro Pertini. Le cabinet formé par M. Cossiga, composé surtout de démocrates chrétiens comme lui, n'apporte aucune solution véritable à la crise née en janvier dernier. En fait, il faudra sans doute reformer un gouvernement après l'été. C'est pourquoi les Italiens appellent celui de M. Cossiga un gouvernement balnéaire. Coup d'État dans un pays d'Afrique, la Guinée équatoriale, ancien territoire espagnol que l'on appelait autrefois le Rio de Oro. Le président de la Guinée équatoriale a été renversé par un putsch militaire. M. Nguema, le chef de l'État, avait la particularité d'être l'un des dictateurs les plus sanguinaires du monde. Proche-Orient, attentat ce matin à Jérusalem, près de la municipalité. Il y a 2 blessés, dont l'un est dans un état grave. La bombe était dissimulée dans un tuyau. En Bolivie, le retour à la démocratie ne se fait pas sans mal. Les militaires qui étaient au pouvoir ont permis l'élection d'un chef d'État civil, mais les partis politiques chargés de choisir le président n'arrivent pas à se mettre d'accord. La situation est bloquée. La raison de la crise, c'est que ni Hernán Siles, le leader de la gauche, ni Víctor Paz Estenssoro, le candidat de la droite, n'ont pu obtenir la majorité absolue aux élections. M. Siles, fort de ses 1500 voix d'avance dans le vote populaire, a même été jusqu'à entamer une grève de la faim pour obtenir la présidence. M. Paz Estenssoro, lui, a obtenu plus de sièges au Parlement et donc il estime que la victoire lui revient de droit. Les scrutins se succèdent au Parlement et chacun restant sur ses positions, l'impasse reste totale. Quant à l'ambiance des débats, elle est fiévreuse, regardez plutôt. Les militaires qui avaient organisé ces élections pour rendre le pouvoir aux civils sont choqués par ce qu'ils appellent le cirque parlementaire et ils ont lancé un ultimatum aux députés. Élisez un président demain ou plus tard, ont-ils dit, ou nous reprendrons le pouvoir. Alors que la fièvre gagne les supporters de deux camps venus manifester devant le Parlement, Mme Rosalynn Carter, qui devait arriver demain pour assister à l'investiture du nouveau président, a dû annuler son voyage. Il y aura 1 an demain, le pape Paul VI décédait. Jean-Paul II a évoqué en ce dimanche son prédécesseur. Il semble, a dit le Saint-Père, que son plus ardent désir à Paul VI ait été de pouvoir servir jusqu'à la fin et de s'en aller au moment opportun sans déranger personne. Le Vatican publie un texte inédit du pape Paul VI, écrit en 1972 et dans lequel le pape disparu évoquait sa propre mort qu'il considérait comme une solution providentielle pour l'Église.
Demain, nos différents journaux, Antenne de Midi et 20h, évoqueront le premier anniversaire de la mort de Paul VI. Vous pourrez entendre notamment une interview de Jean-Paul II à nos envoyés spéciaux. Rubrique vacances, suite. Parlons pour une fois des Français qui vont loin, par exemple les États-Unis, où nos compatriotes sont de plus en plus attirés, sans doute aidés par les prix avantageux des charters. L'équipe de Denise Boer a retrouvé plusieurs Français en Louisiane. Voici comment ils passent leurs vacances. Quand on est Français imbibé dès son enfance par le négo spirituel, il arrive bien un jour, pendant les vacances, qu'au détour d'un charter, on parte pour la Nouvelle-Orléans. Et là résonne encore la trompette de Louis Armstrong et les complaintes de Mahalia Jackson, avec en prime, et c'est pour ça qu'on est venu, l'embouchure du Mississippi. On est parti pour les USA, surtout pour le côté musique, hein, ce qui nous intéressait le plus. Alors là, on a pris un pied de musique fantastique. Tout ce qui est bluegrass, musique cajun, jazz, blues, tout ça, on s'est vraiment régalé, quoi, hein. Ah non, c'est des prix très abordables, hein. Ça tourne autour de 2-3 $ le pot, quoi. Seulement, préparer ses vacances, c'est aussi un métier. Et plus on va loin, plus il faut prévoir et se renseigner. Ce n'est pas parce que la Nouvelle-Orléans a été fondée par les Français en 1718 que l'on peut y camper comme sur le bassin d'Arcachon pour faire des économies. 45 degrés sous la tente, c'est trop. Ici, même les chevaux portent des chapeaux, c'est dire. La première semaine, nous avons essayé de faire du camping. La chose que nous avions oubliée, c'est que la Louisiane est une région qui se trouve au niveau des tropiques. Et camper dans une canadienne de 2 places sous les tropiques, c'est très difficile. Donc on a été obligé d'abandonner la formule du camping et se rabattre à ce moment-là sur un hôtel. Et là, les prévisions financières s'écroulent. Un seul moyen de s'en sortir, le hamburger, et c'est dur après 3 semaines pour le français steak frites. Alors cette cuisine américaine, au bout de 3 semaines, qu'en pensez-vous? Oh, c'est absolument dégueulasse, hein. Mais le plus difficile, c'est peut-être de communiquer. Et si l'on n'a pas étudié un peu que son tailleur est riche ou que sa sister is not a boy, on passe à côté du piment qui, comme on le sait, révèle le goût d'un riz qui ne colle jamais d'un oncle aux cheveux blancs. Vous parliez tout à l'heure de situations cocasses qui vous sont arrivées dans les restaurants américains. Vous voulez les raconter? Oh, ben, il y a l'éternel problème de langue, quoi, hein. On commande quelque chose, une autre chose, enfin, par exemple? Je sais pas, on a dû commander des trucs comme ça, on a eu du poulet ou des trucs comme ça, quoi. Mais l'important n'est pas de gagner, mais peut-être d'y être allé, car raconter, c'est aussi des vacances. Vacances encore en évoquant cette fois un drame. 3 personnes sont mortes noyées tout à l'heure dans la baie du Mont-Saint-Michel et 2 autres ont pu être sauvés. Il semble que les nageurs aient été surpris par la marée montante devant la plage de Dragé. J'ai 2 rendez-vous à vous proposer sur vos petits écrans demain. À 21h30, Jean-Pierre Elkabbach et Louis Berriot, dans leur émission Question de temps, vous présenteront le dernier reportage de la série Quelle France, une série qui a connu un très grand succès et, vous le savez, qui présente les régions françaises vues à travers leurs habitants. Demain donc, la Gironde dans Question de temps à 21h30. Et puis, autre rendez-vous, Antenne de Midi sera transmis du Haras du Pin. Voilà qui va intéresser les amateurs de chevaux, que j'invite à rester attentifs puisque nous en arrivons au tiercé qui se courait aujourd'hui à Deauville. Il se courait dans le prix du casino de Trouville et vous voyez l'arrivée bientôt dans l'ordre. Vous verrez donc le 304, Don Scarlatti, je vous le dis à l'avance puisque vous le savez de toute façon déjà, le 306 Apostolat et le 307 Les Aspres. 307 était le grand favori. Après photographie pour départager le 2e et le 3e, la combinaison gagnante est donc le 4, le 6 et le 7. Dans l'ordre, il rapporte 6120 francs et dans un ordre différent, 1224 francs pour 5 francs bien entendu. 4, 6, 7. Le Tour de France à voile maintenant, suite du carnet de bord d'Henri Gallet. Nous arrivons à l'étape La Rochelle-Royan et à la fin de la première partie de la course, les bateaux vont être dématés afin de passer de l'Atlantique à la Méditerranée.
Royan, les voiliers du Tour de France ont quitté leur élément pour une étape un peu moins glorieuse que les autres. Cap sur Port-Barcarès en Méditerranée. En effet, à l'embouchure de la Gironde, les 25 bateaux ont été dématés et chargés sur des camions. Les routiers ont remplacé les skippers et leurs équipages qui prendront ainsi quelques jours de repos avant de repartir jeudi de Port-Barcarès jusqu'à la Grande Motte, première étape en Méditerranée. L'année dernière, les 25 voiliers étaient passés d'Atlantique en Méditerranée par le canal du Midi. Cette année, les bateaux sont plus grands et leur tirant d'eau, c'est-à-dire la longueur de leur quille, ne permet pas de renouveler cette opération. On pourrait bien sûr envisager un passage par Gibraltar, mais il faudrait au moins une dizaine de jours dans les meilleures conditions. Avec Bernard Decré, l'organisateur du Tour de France à la voile, un premier bilan à mi-course. D'abord une surprise. Je ne pensais pas que le niveau serait aussi haut, aussi rapidement. Je m'explique, c'est quand on voit avec du reste une grande gentillesse, des grands noms comme Pajot, comme Réguidel, comme Florence Artaud, Gilles Lebeau, qui viennent pour une course qui avait dès la première année un bon succès, mais on se disait c'est gentil. Et quand ils viennent courir là, sur nos bateaux, sur ces bateaux qui sont monotypes, et qu'ils ont la simplicité de dire, bah, écoutez, il y a un sacré niveau et qu'ils finissent 4e pour le meilleur, 12e, 10e, etc., ben, ça signifie quelque chose. Ça ne veut pas dire du tout que ce sont de mauvais marins, ce sont d'excellents marins, mais je crois que là, on part à armes égales. Ça se bagarre, le 24e est excellent, sincèrement. Depuis le départ de Dunkerque, le 16 juillet, les 25 First 30 ont parcouru près de 1500 km sur les côtes françaises, de la mer du Nord à l'Atlantique. 1 heure et 15 minutes séparent le Spi jaune, leader de la course, Brest, du second Marseille. Mais cette épreuve n'est pas encore gagnée pour les Bretons. En effet, si les courants et les marées posent peu de problèmes sur les côtes méridionales, le vent par contre y est capricieux et ne se trouve pas forcément là où on va le chercher. Il faudra donc attendre le 19 août avec l'arrivée à Menton pour connaître le vainqueur cette année du 2e Tour de France à la voile. Voilà, eh bien, les concurrents, même dématés, vont pouvoir se promener tranquillement parce que la météo de lundi prévoit du beau temps avec des températures estivales sur la plus grande partie du pays. Quelques orages éclateront sur les Alpes du Sud et la Corse. Des nuages viendront sur les côtes de la Manche provoquant de faibles pluies. Pour terminer, un autre genre de course tout à fait original celui-là puisqu'il s'agit d'une course à faire rêver. Sur la ligne de départ, on ne trouve que des Rolls-Royce. Une façon comme une autre de passer ses vacances. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord une des vedettes de cette journée, la Rolls, du défunt roi Olaf de Norvège. Le fait que celle que le roi de l'Étain, Antéor Patino, avait gagnée aux cartes et celle de la reine d'Angleterre retenue par des obligations antérieures ne se fussent pas présentées au départ, n'affectait pas excessivement la qualité intrinsèque de ce défilé. Car, sous l'angle strict de la plastique, la Rolls, quelle qu'elle soit, demeure la plus belle voiture du monde ainsi que chacun le sait depuis le début de ce siècle. Même si pour la plupart des hommes, son usage se réduit à trouver la solution d'un problème de robinet du genre, étant donné qu'une Rolls consomme en moyenne 30 litres au 100, que 24 voitures disputaient ce rallye sur les 230 km du parcours Paris-Cabourg, trouvées, etc. Reste que... C'est la voiture, si vous voulez, une voiture avec laquelle vous pouvez rouler sans acheter une Rolls, sans vraiment la payer. C'est-à-dire que vous achetez une Rolls, vous la gardez au bout d'un bon bout de temps, vous la revendrez le même prix que vous l'aurez payé, même plus, si vous l'avez gardée longtemps, que vous l'avez très bien entretenue. Cela dit, si l'on veut bien considérer que chaque Rolls fait entièrement à la main n'est pas seulement, même d'occasion, un signe extérieur de richesse, mais aussi une véritable œuvre d'art, les 4000 amateurs de l'Enthusiast Club, répartis de par le monde, sont loin d'être tous des nababs. Pas mal d'entre eux considèrent en effet qu'en tant qu'œuvre d'art, la Rolls peut être d'un usage plus pratique que la Vénus de Milo, du moins si l'on doit se déplacer tant soit peu. C'est peut-être ce qu'Henry Royce, le constructeur, corroborait à sa manière lorsqu'un confrère qui lui demandait « Mais quel est votre client le plus célèbre ?» Il répondait « Tous mes clients sont célèbres. »
Voilà. Bernard Pradino, que j'ai vu arriver tout à l'heure en vélomoteur, sera à votre rendez-vous de 23h30 pour le dernier journal. Avec tous ceux qui ont préparé cette édition, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.